Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de génocide sur cette chaîne. Si, on en parle toutes les semaines, à chaque stream. À l'aide, j'en peux plus, mais bon, écoutez les gens, c'est important. C'est important d'en parler, c'est important de comprendre les dynamiques qui mènent à ce genre de choses, parce qu'elles sont tout le temps vouées à se reproduire, donc aujourd'hui on va encore parler de ça, désolé tout le monde. On va parler du génocide des Tamouls, sur lequel je connais pas grand chose à vrai dire, et on va regarder la vidéo d'Histoire Crépue qui nous en parle. C'est parti tout le monde. Pour ma famille, ce que je leur souhaite, pour mes parents, ça serait de pouvoir sortir de ces traumatismes non dits. Je ne sais pas si ils auront une vie comme les autres. Leur vie a été totalement chamboulée, elle a été totalement sacrifiée. J'aimerais un jour qu'ils soient heureux. Ça a l'air bien réalisé. « 170 000 morts et disparus en seulement une année. Plus d'1 million d'exilés. Des corps qu'on exhume encore aujourd'hui. C'est la conséquence de la politique génocidaire du gouvernement sri-lankais envers les Tamouls. Bienvenue dans Diasporama, une émission où les diasporas se racontent elles-mêmes. Aujourd'hui, je vous propose de retracer l'histoire tamoule de l'indépendance du Sri Lanka au massacre de Mulivalkai en 2009. À travers les voix d'anciens combattants du mouvement des Tigres de la libération tamoule et de militants et militantes de l'association Eminam. Ouais, donc comme d'hab sur ce genre de sujet, tout le Le monde... Sri Lanka est une île située... Ça va pas être un react avec une analyse hyper profonde. On est là pour se renseigner, on est là pour apprendre des trucs. Je suis là pour rendre le documentaire un peu moins lourd à entendre et vous accompagner à ce moment-là. Mais ça, c'est pas un react où j'ai quelque chose à dire. C'est un react où on mange tous ensemble. Hein. Et au sud de l'Inde. Deux principaux groupes y vivent. Les Tamouls, concentrés au nord et à l'est, et les Singalais, majoritaires dans le reste du pays. Avant 1972, l'île s'appelle le Ceylan. Les colons portugais, puis hollandais et enfin britanniques s'y succèdent. Au milieu de tout ça, il y avait la résistance tamoule, il y avait la résistance singalaise aussi. Et même, ce qui est assez intéressant, c'est que même parfois, ces deux résistances se joignaient pour... On m'avait parlé des Tamouls, on m'avait raconté que c'était à cause de leur religion évangéliste qu'ils étaient massacrés. C'est toujours plus compliqué que ça. Hein. Genre, faut faire attention à ce genre d'analyse, tu vois. Ce serait comme de dire que les Palestiniens se font buter parce qu'ils sont musulmans. Bah, pas vraiment. Genre, souvent, les questions identitaires, les questions de religion, qui sont aussi des questions identitaires, en fait, de fait, c'est des trucs qui sont instrumentalisés, mais généralement, derrière un génocide, il y a souvent une volonté d'unification. Il y a des dynamiques politiques qui dépassent la simple genre haine d'une telle religion ou ce genre de choses, quoi. combattre le colon Oui, puis il y a des Palestiniens chrétiens, il y a même des Palestiniens juifs qui se font massacrer. européen. Mais à la fin, donc c'est les Britanniques qui arrivent à... C'est de leur bouche de survivants, j'ai jamais trop su. Bah, en même temps, c'est normal aussi. Tu vois, par exemple, si jamais t'as vécu, toi, le truc et que tu as survécu, et que sur le coup, genre, c'est la haine de la religion qui a été utilisée comme prétexte pour pouvoir essayer de massacrer ta famille et toi et tes amis et tout ce que t'as vécu, c'est normal d'avoir ce discours-là. Je ne suis pas en train de dire, oh là là, attention, du coup, des gens qui ont vécu ces trucs-là auront pas le bon angle, etc. Par contre, je peux comprendre que du coup, leur explication, ça soit ça dans un premier temps. Parce que c'est ça qu'ils ont vécu, c'est ça qu'ils l'ont vu, c'est comme ça que ça leur est arrivé. C'est avec ce genre de discours aussi, tu vois. Même si derrière se cache quelque chose d'autre, tu vois. Tout comme en France, genre, l'islamophobie en France, c'est pas purement une question de genre on déteste la religion musulmane. Il y a d'autres dynamiques qui sont des dynamiques qui sont liées à l'immigration, qui sont des dynamiques qui sont liées au travail, à l'exploitation, à ce genre de choses. Par contre, si tu demandes à un Algérien, il va surtout te parler du racisme et de l'islamophobie vis-à-vis de sa religion, et c'est normal. prendre possession de toute l'île. Et quand ils sont arrivés, je pense qu'ils ont voulu, de ce que je connais, hein, ils ont voulu mettre en pratique cette règle qui est de diviser les peuples qui habitent pour mieux régner, pour mieux contrôler. Ils réorganisent C'est une méthode coloniale, divisé pour mieux régner. C'est pas juste un truc, oulala, de Machiavel, de je sais pas quoi. Non, c'est une vraie méthode qui a été... c'est une méthode très française d'ailleurs. Regardez l'histoire de Madagascar par exemple, c'est très parlant par rapport à ça. les administrations et les frontières, installent une économie de plantation,
diffusent l'anglais via les missions et font venir une partie de la main-d'œuvre tamoule d'Inde pour les plantations de thé. Pendant la colonisation, les Britanniques, ils voulaient récolter beaucoup de thé parce que c'était quand même une source de revenus important. Comme ils n'avaient pas assez de main-d'œuvre, ils ont fait venir des Tamouls de l'Inde. Ils les ont fait travailler dans les plantations de thé. Ces restructurations ont durablement reconfiguré la société. Accès différencié à l'éducation et à l'administration, migration de travail et hiérarchie nouvelle. À l'indépendance de 1848, l'île doit se gouverner avec 2 peuples, 2 langues et 2 cultures différentes dans un cadre hérité de la colonisation et déjà traversé d'inégalités. Il y avait aussi, d'un autre côté, Le terreau parfait pour faire des génocides, ça en général. beaucoup de missionnaires chrétiens qui étaient installés dans le nord et l'est. Parce que c'est aussi logique vis-à-vis de l'idée même d'État-nation aussi après derrière. Hein. C'est pareil, c'est des dynamiques qu'on peut observer dans plein d'autres situations. Hein. Regardez ce qui s'est passé en Turquie, il y a aussi beaucoup de ça. Enfin, c'est vrai pour plein de situations post-coloniales. Genre. Et donc, ils enseignaient la langue anglaise, ce qui permettait au peuple tamoul ensuite de travailler dans les administrations. Et tout ceci, le peuple singalais le voyait d'un très mauvais œil. Ils voyaient que les Tamouls étaient avantagés, et ça, naturellement, ça ne leur plaisait pas tant que ça, mais ils voyaient pas que c'était fait de façon exprès pour justement alimenter une certaine tension entre les peuples. C'est quelque chose qui se fait dans le monde entier par le colon, et ça s'est fait aussi au Sri Lanka, et ça a permis d'alimenter des tensions entre plusieurs ethnies qui étaient présentes. Après l'indépendance, l'État adopte une série de lois discriminatoires envers les Tamouls. En 1948, le Ceylon Citizenship Act fixe les critères de nationalité si stricts que la majorité des Tamouls d'origine indienne se retrouvent apatrides. En 1949, l'Indian and Pakistani Resident Act instaure une naturalisation conditionnée à la fois à une résidence continue mais aussi à un certain niveau de revenus, ce qui exclut la plupart des travailleurs tamouls des plantations. La même année, le Ceylon Amendment Act retire le droit de vote aux Tamouls des plantations devenus apatrides. C'est de la ségrégation, quoi. En 1956, le Sinhala Only Act fait du singalais l'unique langue officielle de l'administration. Le Sinhala Only Act, c'était contre tous les Tamouls en général, parce que c'était une loi qui a été adoptée en 1956, il me semble, et qui était venue dire que seule la langue singalaise était officielle, donc elle devait être parlée dans les administrations, ce qui avait eu pour conséquence que les Tamouls devaient apprendre le singalais. Et ça, c'est aussi une dimension qu'il y a dans la plupart des génocides, c'est la dimension culturelle. Et il faut pas tomber parfois dans des discours que moi j'apprécie pas trop, tu vois, parce que par exemple, quand tu prends le des natifs sur le territoire du Canadien, donc c'est les gens, enfin les Inuits, etc., qui étaient là avant, pour le coup, l'arrivée du colon, et bah souvent, pour essayer de minimiser un petit peu ce qui s'est passé, on parle de génocide culturel. Sauf que non, hein, il n'y a pas de génocide culturel, il y a un génocide tout court. Genre, la dimension culturelle a été particulièrement importante, mais à la fin, on a quand même kidnappé des centaines de milliers d'enfants pour les mettre de force dans des espèces d'écoles bizarres, privées. C'est un vrai génocide, ça, pour le coup. Je sais pas, genre, un génocide culturel. Il y a quand même des vrais gens, en fait, qui ont été impliqués là-dedans et qui ont perdu, genre, toutes leurs racines et tous leurs trucs et qui ont été... Enfin, il y a quand même la mise à mort d'un peuple à travers ce qui s'est passé. Et c'est surtout ça, tu vois, qu'il y a à prendre en compte. Donc, il n'y a pas de génocide culturel. Par contre, dans le la dimension culturelle est importante. Et souvent, ça passe par détruire des œuvres ou détruire la langue. Et ça, c'est un point qui est important. Pour pouvoir travailler dans les administrations de l'État. Alors que la langue singalaise et la langue tamoule n'ont strictement rien à voir. Ils ont fait une manifestation, notamment avec celui qu'on appelle le père de l'Ilam. Le père de l'Ilam, c'est Tande Tchelva, on dit, le père Tchelva Nayagam. Monsieur Tchelva Nayagam, qui était très apprécié du peuple tamoul, et qui le représentait, c'était un député. Et lui, il l'avait vu venir, et en 56, quand il voit que la loi est adoptée, il organise une manifestation pacifique, parce que Monsieur Tchelva Nayagam, il était très influencé par le mouvement de Gandhi, et il pensait qu'il pouvait arriver à ses fins politiques. Bon, je sais pas si vous en rappelez, mais je vous ai déjà dit ce que je pensais de Gandhi, à quel point c'était quand même pas dingue. Avec une lutte pacifique, quoi. Et pourtant, ce qu'il a rencontré en 56, quand il a fait cette manifestation contre la loi Sinhala Only Act,
c'était la violence. Et la violence des extrémistes singalais. Le Ceylan devient le Sri Lanka en 1972, où ce projet, il est très clair. Quand on lit la Constitution, on la voit. On voit que les Tamouls n'ont pas leur place dans ce pays. Au fil de ces textes, les portes d'accès à la citoyenneté, au suffrage et aux emplois publics se Là, vous voyez aussi comment ce genre de truc, c'est sous-tendu par l'idée aussi d'État-nation, où en gros, c'est l'État de un seul peuple, qui doit donc être uniforme. Enfin, il y a aussi des dynamiques, en fait, globales autour de cette question-là, tu vois. Genre, qu'on retrouve aussi dans la plupart des génocides, cette volonté d'uniformité, genre. ferment une à une pour une partie des Tamouls. En réponse, des mobilisations, principalement non violentes, s'organisent. En 1972, le Ceylan devient le Sri Lanka. La nouvelle constitution redéfinit l'État et confirme une hiérarchie linguistique et politique. Pour beaucoup, la place reconnue aux Tamouls apparaît encore réduite. Au fil des années, face à l'impasse des démarches non violentes, une partie de la jeunesse estime que la lutte pacifique ne suffit plus. Et dans les années 70, des jeunes Tamouls fondent plusieurs mouvements et organisations, parmi celles-ci, les Tigres de libération de l'Ilam Tamoul. On dirait pas qu'il a juste l'air surpris. Genre, il a vraiment la raison, genre. Ah 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 Désolé, il a trouvé une bonne DA, genre. C'est tellement goofy. Voit le jour en 1976. Du coup, pour recontextualiser, le mouvement de la LTTE, donc Liberation Tigers of Tamil Nadu, et en français, c'est du coup les Tigres de libération de l'Ulam Tamil. En vrai, la DA est folle. Ah, mais je préfère 1000 fois un truc comme ça qu'un truc chiant, genre, avec un symbole gaze. Hein. Ils ont été créés en 76. Donc en 76, on a la création de ce mouvement qui arrive pas de nulle part, en fait, et qui est un mouvement constitué majoritairement de jeunes. C'est un mouvement, du coup, de résistance. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est comme ça que je le considère. L'idée même de ce mouvement, à la base, c'était qu'il n'y avait pas de choix, en fait, que de prendre les armes. Et je pense que c'est ce qu'il faut vraiment retenir de la création même du mouvement et de pourquoi est-ce qu'il a été créé. C'est parce que les moyens pacifiques ne fonctionnaient plus, que la répression s'est faite de manière très, très violente par la mort, par des pillages. Et il y avait déjà beaucoup d'exodes qui étaient en cours. Je le précise bien parce que aujourd'hui, souvent, on commence le conflit à la création du mouvement, alors que ces discriminations-là existaient déjà avant. Ah mais ça c'est classique, c'est classique des situations où genre la population décide de s'armer, faire de la guérilla pour lutter contre des dièses qui sont clairement de la pure injustice, qui en plus vient de trucs coloniaux. Donc on dit qu'en fait c'est eux les méchants terroristes. Genre c'est la même histoire avec par exemple les trucs de libération pour l'Algérie, où en fait concrètement genre bah peut-être que si c'est là, c'est pas pour rien. Genre, c'est pas juste des gens qui étaient en mode je suis naturellement violent, je vais donc faire la lutte armée, bah 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 bah. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Hein. Que Kanaki aussi. les Tamouls, le peuple tamoul s'était déjà levé. Encore en Kanaki, c'est différent parce que les gens les plus armés en Kanaki, c'est les colons, hein, c'est les Caldoches. Avant ça, donc la prise des armes, c'était devenu inévitable pour eux. Le mouvement se structure. Organisation politico-militaire, unité de terre, d'air, de mer et une participation féminine d'ampleur à partir des années 80. Le mouvement était principalement composé de jeunes au tout début et au fil des années, les rangs se sont beaucoup remplis et c'est un des mouvements de résistance qui a été considéré comme les plus organisés à l'époque, surtout sur une petite île qui a commencé J'avoue que ça a l'air bien organisé. Hein. vraiment sans moyens. Il faut savoir que c'était du coup un groupe de jeunes qui a commencé ce mouvement de résistance face à une armée d'État qui a été ensuite soutenue par d'autres pays occidentaux également. Donc c'est vraiment au niveau des rapports de force, c'est d'un point de vue stratégique et d'un point de vue militaire, si je peux le dire comme ça. Ce qui a été fait est vraiment incroyable parce qu'il y avait une armée de terre, de mer et aérienne. Merci. C'est aussi un mouvement de Comment t'as une armée de l'air quand t'es en mouvement de résistance comme ça? Comment c'est possible? résistance qui a été composée d'énormément de femmes et elles n'ont pas seulement été dans les rangs secondaires et c'est assez révolutionnaire pour la société tamoule en elle-même parce que c'est une société qui reste très patriarcale. Ça, c'est un truc, tu vois, où genre, hyper souvent, on m'explique quand je parle de machin, abolir les frontières, ce genre de truc. Tu sais, on vient souvent me parler de dimension culturelle et que comme quoi on pourra jamais appliquer les mêmes trucs parce que c'est pas vrai dans chaque culture, nanana, c'est la différence, nanani, nanana. Ouais. Enfin, en attendant,
le patriarcat, c'est quand même global, dans quasi la totalité des cultures. Et à chaque fois qu'un mouvement de résistance, genre pour une cause juste, finit par héberger, donne une place importante aux femmes et finit par raffaiblir le patriarcat. Genre, regardez aussi ce qui se passe par exemple chez les Kurdes ou ce genre de choses. En fait, il y a une dimension universelle derrière ce truc-là, tu vois. Genre, quand tu remets en question le pouvoir de cette façon-là, bah, tu finis par aussi remettre en question d'autres trucs de pouvoir, genre le patriarcat. Surtout quand t'es dans un mouvement de résistance, désolé, mais t'as pas trop le choix que d'être, genre, efficace. Et pour être efficace, tu peux pas juste dire les femmes restez à la maison parce que vous êtes pas faites pour ça. Genre, tu prends ce qu'il y a à apprendre, genre. Et c'est intéressant, je trouve, de voir que ça a des similarités avec d'autres mouvements de résistance, où dans plein de mouvements de résistance, les femmes prennent une importance hyper particulière. Donc la LTTE, c'est un mouvement qui a vraiment chamboulé les normes sociales. C'était un mouvement qui se voulait féministe, radical, antiraciste, anticolonial. Puisque bah, du coup, tu fais face à la discrimination raciale, de fait, tu comprends d'autres discriminations, je pense. L'objectif affiché de cette organisation est clair, faire reconnaître le droit à l'autodétermination des Tamouls et, à terme, établir un État dans le nord-est de l'île, le Tamil Eelam. À l'intérieur du mouvement, les rôles sont attribués selon les compétences. Combat, santé, éducation ou encore renseignement. La formation est très encadrée et stricte et les noms de guerre deviennent les nouvelles identités des combattants et combattantes. L'ensemble s'installe dans la durée, au rythme d'écoles internes, de routine et d'une discipline assumée par celles et ceux qui s'y engagent. Ah bah, en même temps, quand t'es quelques centaines de pélos qui ont 20 piges face à un État et une armée organisée, oui, t'as intérêt à avoir de la discipline. Hein. தாக்கு அழிக்கிறதுக்காக Sur la guérilla, c'est de la discipline. ஒரு ட்ரைனிங் நடந்தது. அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 500,000 பேர் செய்கிற ஒரு சண்டை, 500,000 பேர் போகிற சண்டை. Une fois, un entraînement avait été mené pour une grande attaque impliquant entre 500 et 1000 combattants. அந்த சண்டையை வந்து இங்கே வெளியில் நின்ற ஒரு ஆள் வெளியில் தகவலாக கொடுத்து இப்படி ஒரு கேம்ப் அடிக்க போகிறாங்கன்ற தகவலாக கொடுத்து Quelqu'un à l'extérieur avait vu cet entraînement et en a informé l'armée sri-lankaise. அவன் அந்த இடத்தை எதிர்பார்த்திருந்து L'armée avait bloqué les routes et nous attendait de pied ferme. அந்த தாக்குதலை வந்து அந்த எந்த பாதையெல்லாம் பெருவினோம் இதுதான் செய்ய போயினோன்ற Et sans laisser place au combat, elle a piégé l'équipe. தெரிஞ்சு அவன் அதுக்கு கவுண்டர் பண்ணி அந்த சண்டையில் வந்து மொத்தமாக வந்து சண்டையே செய்யாமல் 178 பெண் போராளிகள் Ce jour-là, 178 combattants ont embrassé la mort héroïquement. அடைஞ்சு அந்த சண்டையில் மிகப்பெரிய ஒரு தோல்வி. 178 பேர்ட்ட கொண்டு அவங்களோட பொடி எடுத்து அப்புறம் ஐசிஆர்சி விடாத தான் அவன். C'était une énorme défaite. Ce n'est que plus tard, grâce au comité international de la Croix-Rouge, que nous avons pu récupérer leur corps. எங்கள்கிட்ட கொடுத்தோம். அப்படியான சம்பவங்கள்லாம் இருக்கு. அப்போ அதை பார்த்து தான் அந்த வேவு தவலை வச்சு தான் இந்த சண்டை முடல் செய்து தான் நாங்கள் சண்டை பிடிப்போம். C'est le genre de tragédie qui pouvait aussi se produire. En juillet 1983, une attaque contre des soldats sri-lankais sert de prétexte à une forte répression à l'encontre des civils tamouls. À T'imagines, t'as un informateur, tu perds 178 hommes, genre. Colombo et dans plusieurs autres villes, des maisons, des commerces sont incendiés, des familles pourchassées. On comptera près de 3000 morts en une semaine. Les autorités présentent ces violences comme des émeutes, tandis que de nombreux témoignages décrivent la passivité, voire l'aide de l'État sri-lankais. Cet épisode, communément appelé le Black July, marque une rupture. Pour beaucoup, l'exil devient le seul horizon possible et le conflit change d'aisselle. C'est un pogrom anti-tamoul qui a eu lieu où il y a eu des milliers de personnes tamoules qui ont été massacrées, tuées par des foules d'extrémistes singolo-bouddhistes qui étaient eux-mêmes accompagnés par l'État sri-lankais. En tout cas, ils ont été facilités dans leurs actions. Et donc moi, mon père, il a vécu ce Black July. Lui, il avait pris le bus pour aller vendre. Enfin, c'était un jour lambda hein, pour les Tamouls. Il avait pris il devait aller vendre des légumes dans un marché. Il avait pris le bus et arrivé sur le marché, il a vu que tout était saccagé et que les gens étaient en train de fuir. Et quand il a demandé ce qui s'était passé, ils ont dit bon, il faut partir. Et on parle de l'armée sri-lankaise, mais il y a aussi l'armée indienne qui était intervenue à un moment du conflit et qui avait des comportements qui étaient très nauséabonds. En 1987, un accord indo-sri-lankais entraîne le déploiement de l'IPKF, les forces indiennes de maintien de la paix dans le nord-est. Une partie de la population tamoule y voit d'abord une protection possible et un espoir de répit. Mais très vite, la réalité se révèle plus ambivalente. Opération de sécurité, contrôle.
Bah, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'impérialisme aussi, tu vois. Genre, les dynamiques racistes qu'il y a au sein du Sri Lanka, en fait, bah, genre, vis-à-vis de l'Inde, eux, ça les arrange d'un point de vue économique. Ils ont des intérêts, en fait, à ce que, genre, ce deal arrive, à ce que le Sri Lanka se comporte de cette façon-là. C'est aussi pour ça, genre, qu'il y a toujours une dimension internationale dans ce genre de truc. Arrestation, entre l'armée sri-lankaise et l'IPKF, la vie s'organise sous couvre-feu, perquisitions et raids aériens. 87ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இந்தியன் ராணுவம் வருது ஒரு எந்த நேரமும் பயபீதியாக இருக்கும். Quand l'armée est arrivée, nous vivions dans une peur constante. Pas d'école, pas d'événements sociaux. நாங்கள் வந்து ஒரு இடத்த விளையாட போயிடாது, ஒரு நிகழ்வுகளுக்கு போயிடாது, கோயில்களுக்கு போயிடாது. அப்போ இலங்கை ராணுவம் L'armée sri-lankaise bombardait depuis les airs avec des avions comme le Bell Jet Ranger. வந்து அதிகமாக விமான தாக்குதலில் மேற்கொள்ளும். விமான தாக்குதல் என்றால் அந்த நேரம் இப்படியான விமான தாக்குதல் நடக்கும்னு சொன்னால் இந்த பெல் ரக ஹெலிகாப்டரில் 50 என்று சொல்கிற பெல்ஜியம் தயாரிப்பு 50 வந்து இப்போ இந்தியா வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு உதவிக்கரம் இதுன்னு தான் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது, இன்னொரு நாட்டின் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. அதாவது நாங்கள் கூட இது வேறுமன்றதையும் Quand l'armée indienne est intervenue, nous avons d'abord pensé qu'elle nous aide. உணர்ந்து கொள்கிறோம். அதை விட எங்களுடைய இயக்கத்தின் பரப்புரைகள் அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் நேரடியாக Quand nous avons மூத்த enfin, போராளிகள் ஒவ்வொரு இதுகளையும் கூட்டங்களையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம். quand on avait enfin le soutien d'un autre pays, mais leurs actions nous ont choqués. அது வந்து நாம கொடுக்குறாங்க. Alors que le mouvement a attaqué l'armée indienne. Alors le mouvement a attaqué l'armée indienne. Et peu à peu, nous avons commencé à accepter Prabhakaran comme leader. Le mouvement a reçu notre confiance entière ainsi que celle de la communauté. Pour protéger les combattants stationnés en ville, on les accueillait chez nous, on les nourrissait, on parlait avec eux. Cela a créé une émotion forte en moi et un sentiment de connexion et de proximité avec eux. J'ai senti que je devais moi aussi aller combattre. Le mouvement tamoul affronte aussi l'IPKF. La peur devient quotidienne et les rangs de la LTTE se voient gonflés par la présence de plus en plus importante de combattantes. La raison, les violences sexistes et sexuelles que fait subir l'IPKF aux femmes tamoules. Ok, attendez, petit point, IPKF c'est l'armée indienne, on est d'accord? Au début des années 90, l'engagement s'élargit. Des étudiants et étudiantes rejoignent les structures de soutien. Pareil, ça c'est un autre truc aussi qui est souvent mis un peu de côté ou dont on parle pas suffisamment dans les dimensions génocidaires de ce genre d'événement, c'est la violence sexuelle justement. Le viol comme arme de guerre, c'est vraiment pas une exception dans l'histoire. C'est la base dans ce genre de situation. Des soignants intègrent les hôpitaux de terrain, des unités marines et de renseignement se développent. Les affectations se font selon des compétences, éducation, santé, logistique et opération. En 1991, j'ai été intégré dans le programme de formation de base du mouvement. Après 6 mois, j'ai été formé pour intégrer une unité mixte, à la fois marine et de renseignement. 300 personnes ont reçu cette formation initiale. Puis après 2 ans, j'ai été intégré à une grande attaque dans une ville. 6 mois de préparation, puis j'ai participé au combat. J'ai intégré une grande faculté de médecine du LTTE, située à Nirveli. Depuis 1993, après mes partiels, j'ai exercé dans les hôpitaux de Jaffna, Neliadi, Vadamara Shishi et Shavakashishri. Shavakashishri, pardon. Le 26 septembre 1996, lors de la journée de commémoration de Tielipin, des attaques aériennes ont eu lieu sur place. Nous avons aussi commémoré dans les camps de soins dans lesquels j'étais. Ils l'ont attaqué aussi. Et c'est là que j'ai été blessé. Jusqu'en 1999, je suis resté aux soins. Dans le même, la ligne de front se déplace vers la région de Vani. Les offensives et les replis se succèdent. Les populations vivent au rythme des mouvements militaires et des déplacements répétés.
En 1998, j'ai de nouveau combattu lors d'une offensive de résistance. L'armée avait déjà atteint Puliankulam. J'ai déjà servi dans le renseignement pendant 3 mois. Ensuite, je suis retourné au-delà, à Matakalapu, pour travailler pendant 2 ans sous un commandement de renseignement. Je suis retourné à Vanni jusqu'à la fin. J'ai exécuté plusieurs tâches que je ne peux pas divulguer, car il nous a été enseigné dès le départ que même après avoir obtenu notre terre, nous devons garder certains aspects pour nous. J'ai tenu cette promesse jusqu'à aujourd'hui. Et il a raison. À partir de ce partiel réduit l'intensité des combats. Dans les zones tenues par la LTTE, des structures se mettent en place. Écoles, hôpitaux, système judiciaire interne, gestion administrative du quotidien, constituant ainsi un véritable état de facto. La discipline reste très stricte, la trêve demeure fragile et les tensions ne disparaissent pas. அந்த இயக்கத்தை பொறுத்தவரையில் Le gouvernement accordait une grande importance à l'éducation. Faire partie du LTTE ou travailler avec eux était vu comme un bon statut social. C'est une organisation bien structurée, bien disciplinée. Les gens savaient qu'ils n'agiraient pas contre la société avec cette organisation. L'attrait en 2002 sous médiation norvégienne commence à vaciller dès 2005 avec l'arrivée au pouvoir de Mahinda Rajapaksa. Elle est officiellement rompue par son gouvernement en 2008. Entre 2006 et 2009, l'armée sri-lankaise se renforce, coupe les approvisionnements, reconquiert l'Est puis le Nord, et fin 2008, l'ONU et les ONG doivent quitter la région de Vanni. L'ultime phase se joue presque sans témoin. En 2009, des no-fire zones sont annoncées comme sûres par l'État sri-lankais. Elles se remplissent donc de civils. Ces zones seront pourtant prises pour cible par l'armée sri-lankaise, faisant des centaines de milliers de morts et disparus. Pareil, hein, enfin, genre, situation génocidaire classique shit. Donc 2009, ça marque la dernière année du conflit armé. Et Mulibaikal, en fait, c'est vraiment la dernière zone de conflit. C'est dans cette région-là qu'il y a toutes les zones de cessez-le-feu. Donc, qu'est-ce que c'est? Le gouvernement sri-lankais, à la fin de ce conflit armé, donc on arrive vraiment sur les derniers mois, on sait que ça va se finir, mais on ne sait pas encore comment. Et il y a déjà eu beaucoup de personnes qui ont dû quitter l'île. Et c'est une période qui est aussi très dramatique d'un point de vue humanitaire. Il y a très peu d'infrastructures, les hôpitaux ont été bombardés, les écoles également. Donc c'est du déplacement constant. Donc le gouvernement sri-lankais met en place des zones de cessez-le-feu. Donc les zones de cessez-le-feu, c'est des zones où on ne peut pas vivre. C'est vraiment pour entasser les populations civiles, en disant que c'est des zones qui seront délibérément pas bombardées par le gouvernement et qui ne seront pas attaquées. Sounds like des camps. Donc c'est ce que où on concentre la population. Les populations font, ils vont se réfugier dans ces zones de cessez-le-feu, et ce qui se passe ensuite, c'est que ces mêmes zones-là qui sont censées être protégées sont bombardées. C'était l'ultime instant d'un être humain, une période où l'humain a vécu en enfer. Un bébé a été retrouvé, quelques instants après avoir été nettoyé. Il était couvert de mouches. 2009, justement, quand il y a eu le à Mulibaikal, il y avait des images qui tournaient dans les infos tamouls que mes parents regardaient, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un enfant de 9 ans qui était là à côté, parce que c'était tellement dans la télé, dans les infos, qu'ils avaient oublié que j'étais là, et j'ai vu, et c'est cette image-là qui m'a beaucoup marqué et qui est toujours dans mon esprit, c'est quand je vois justement un soldat, enfin je ne savais pas si c'était un soldat sri-lankais ou indien ou que sais-je, mais ce que j'avais vu, c'était un homme armé et un autre homme dénudé, les bras derrière le dos, les yeux couverts, je veux dire, et de dos, il le met par terre, et avant de lui tirer une balle dans la tête, parce qu'on savait très bien ce qu'il allait lui faire, ça allait être une exécution, il allait le tuer, on le savait ça. Et pourtant, même dans cette situation, ce qu'il pense à faire, cette personne qui est derrière le dos, du coup, il met un coup de pied dans le dos et ensuite il lui tire la balle. Et donc je me suis dit, et c'est une réflexion qui est venue bien plus tard, c'est que là, c'était pas juste une volonté d'exécuter, d'exterminer, mais il y avait aussi une volonté d'humilier et de déshumaniser la personne qui était en face. Ah bah la déshumanisation, ça c'est aussi le point commun qu'on retrouve
Enfin, derrière ce genre de violence, enfin, et pas que des violences suicidaires en l'occurrence, mais derrière beaucoup de violences qui se justifient avec des trucs, des critères ethniques, des critères raciaux, des critères religieux, ce genre de choses. La violence n'est permise que par la déshumanisation de la personne en face. Sinon, tu pourrais pas le traiter comme un objet de cette façon-là, genre. Les estimations Parce qu'on rappelle qu'ils sont même pas traités comme des animaux, hein, c'est vraiment des objets, genre. divergent. L'ONU a d'abord évoqué au moins 40 000 civils tués dans les dernières semaines de la guerre. Des ONG et chercheurs indépendants avancent des bilans variant entre 70 000 et 100 000 morts et disparus. Des organisations tamoules locales et des associations de familles de victimes parlent de jusqu'à 170 000 morts. L'histoire se répète, on voit encore des images de génocide, le monde ne fait rien. Mais ça, c'est parce que, et c'est ce que je disais aussi un peu dans la vidéo d'avant, en conclusion, concrètement, c'est que le savoir seul ne sert à rien. Genre, et encore une fois, et ça rejoint aussi ce qu'on disait à l'époque quand on parlait des trucs Epstein, les pouvoirs en place, les pouvoirs autoritaires ne craignent pas tant que ça une population informée. Enfin, c'est pas un problème en tant que tel que les gens soient informés, c'est pas un problème en tant que tel qu'il y ait des images, c'est pas un problème en tant que tel que vous soyez particulièrement remonté, ou c'est pas un problème que vous trouviez ça absolument horrible. Tant que vous ne vous organisez pas. C'est ça en fait le vrai problème qu'il y a derrière. Genre, tant que les gens ne s'organisent pas pour changer les choses et qu'ils se contentent d'être outrés ou d'être dans leur individu, ça sert à rien, ça changera rien. Et c'est pour ça qu'en fait, au final, in fine, le fait qu'il y ait des images change pas ni la nature, ni ce qui est en train de se passer, et ne nous empêche pas, enfin, ne va pas empêcher le génocide à proprement parler. Et c'est pour ça que vis-à-vis, par exemple, d'aujourd'hui, pour reparler des sujets actuels, de ce qui se passe en Palestine, le simple fait de savoir ce qui se passe là-bas, le simple fait de relayer les images, ne suffira jamais à rien. Il faut absolument s'organiser aussi, nous, voir c'est quoi notre agentivité par rapport à ça. En l'occurrence, nous, en tant que Français, bah, on envoie beaucoup de soldats et on leur envoie beaucoup d'armes. C'est des trucs sur lesquels on peut agir. Plus derrière ce que nous disent les gens de chez BDS, qui pour le coup sont une vraie organisation, qui est structurée, qui est collective, qui permet de vraiment avoir un impact sur ces choses-là. C'est des gens qui plus est, qui sont sur place, à qui tu peux avoir confiance quand ils te disent c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça que simplement l'information, la simple documentation ne suffit pas. Et on voit que pourtant c'est déjà un problème, le fait de s'informer. Genre, regarde, tout bêtement, genre depuis que j'ai lancé le documentaire, 100 personnes en moins sur le stream. Déjà, la phase 1, qu'il s'agit de s'informer, elle est déjà pas facile. Alors que c'est, encore une fois, le truc qui suffit tellement pas. Genre, c'est là que tu vois aussi toutes les difficultés qui sont sur le chemin des militants qui défendent ce genre de cause. Morts et disparus. Ça s'explique tout simplement par le fait que Moulioacal, c'était une des zones qui n'étaient pas accessibles déjà pour le corridor humanitaire. Et c'était le gouvernement sri-lankais qui n'autorisait pas de corridor humanitaire. D'ailleurs, moi, au passage, c'est aussi pour ça que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais moi, je plaide pour le retour d'une internationale. Parce que je pense que c'est ce qui pourrait nous donner du pouvoir dans ces situations-là, en tant que gauchistes, par rapport à ces situations. Enfin, le fait est qu'aujourd'hui, on est nul à chier collectivement à travers le monde autour de cette question de l'international. Les gauchistes, c'est un énorme problème. Parce que l'impérialisme, lui, il a rien à foutre des frontières, pour le coup. Ça s'organise très bien. Hein. D'acteurs internationaux, ces dernières années-là, en fait, tout était très cloisonné. Personne n'avait le droit d'entrer, on avait que les survivants. Donc ils essayaient de communiquer comme ils le pouvaient, mais on parle de 2009, donc des avancées technologiques qui n'étaient peut-être pas aussi élevées qu'aujourd'hui. Et tout était fait en fait pour que le moins d'informations sortent. Donc on est dans un contexte de déplacement constant, de morts, de disparitions, de massacres et de violences. Et on doit compter dans tout ça. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu d'enquête internationale également qui a été permise par le Sri Lanka. Ça, c'est une grosse dinguerie. Donc les chiffres qu'on a par le gouvernement, ils ne peuvent simplement pas être fiables. Pour ce qui concerne les organisations internationales comme l'ONU, comme il n'y a pas pu y avoir d'enquête internationale, ils se basent sur des chiffres qui sont assez erronés ou assez primitifs par rapport à aujourd'hui. Sous-estimé, on peut le dire. En 2025, mais je pense que le plus important aussi, c'est de se rappeler que derrière chacun de ces nombres, il y a une vie, il y avait des rêves, il y avait une famille qui a été brisée, et c'est pour ça que nous, on a tendance à utiliser le chiffre de 169 679 personnes mortes ou disparues pour justement essayer de se rapprocher le plus possible du nombre le plus élevé et ce que ça pourrait représenter. Ce chiffre-là, apparemment, il commence pour 2009. Donc, on ne compte pas toutes les personnes qui sont décédées avant ça, dans les pogroms, dans toutes les personnes qui ont été déplacées. Toutes ces vies-là ont aussi été changées.
Donc c'est vraiment aussi remettre en question aussi après le prisme de simplement se baser sur des chiffres. Et aujourd'hui, pour refaire la parallèle avec la on se repose encore ces questions-là. Enfin, les données numériques ne suffiront jamais à expliquer et à mettre des mots en fait sur des massacres de ce type-là. Ces chiffres J'ai même tendance à dire que les chiffres, ça joue aussi dans la tendance déshumanisatrice, en vérité. Genre, disent à la fois l'ampleur des pertes et l'impossibilité de les dénombrer. Et derrière eux demeure l'incertitude et l'attente sans fin de milliers de familles laissées sans réponse après la disparition de l'un des leurs. Si mai 2009 et le massacre de Mulivaikal marquent la fin de la guerre pour l'armée sri-lankaise, pour des milliers de Tamouls restés sur l'île, le cauchemar, lui, se prolonge. Fouilles, interrogatoires, camps et détentions. Mai 18 le 18 mai 2009, je suis rentré sous contrôle militaire. Mai 16 இரவு வந்து 17 18 இராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்து பிறகு பூசா சிறைச்சாலையில் இருந்து En détention à Bouza, j'ai repassé mes examens OL et AL. பிறகு அங்க இருந்து O level எடுத்து A level எடுத்து முதல் எடுத்த Puis poursuivi des études scientifiques à l'Open University sous contrôle du gouvernement sri-lankais. O level எடுத்து A level எடுத்து பிறகு பூசா சிறையில இருந்து பிறகு Check ça, je suis une scientifique aussi. எனக்கு ஸ்ரீலங்கன் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் BA in social science கிடைச்சு அப்புறம் அதை படித்தேன் சிங்கள இராணுவத்தினர் Un interprète a dit « Ceux qui ont été avec le mouvement, levez-vous ». இயக்கத்தில் இருந்தார்கள் எழும்பி Quand il a dit ça, je me suis levé. சொல்லிக்குள்ள இப்போ நானும் எழும்புறேன் எழும்ப என்னுடைய வைஃப் Ma femme a posé sa main sur ma jambe et a dit இருங்கோ Assieds-toi, si tu te fais prendre, tu iras. Oh là, pardon. Tu iras, sinon n'y va pas. Ceux qui se sont levés ce jour-là ne sont jamais revenus. Je suis encore vivant aujourd'hui, c'est grâce à ma femme. Un homme de notre groupe a remis son fils de 18 ans aux autorités. Aujourd'hui encore, il cherche son fils. Comme lui, il y en a eu plusieurs. C'est un meurtre hors de contrôle. Voilà ce qu'était notre vie. Une vie sans confiance. Tous les fils tamouls du Sri Lanka, devenus pères, ont côtoyé la mort de génération en génération. Ma grand-mère me l'avait dit, mon père me l'avait dit, et maintenant moi je le dis à mon enfant. On ne peut garantir qu'à l'avenir, mon enfant ou mon petit-enfant n'auront pas à vivre la même chose. Après être entrés, on nous a fait enlever nos vêtements et nos affaires. பரிசீலிச்சு எங்களை எல்லாரும் உடுப்பெல்லாம் நாங்கள் கொண்டு வந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் பிரித்து ஒரு இடத்துல குமிக்கிறான் எல்லாத்தையும் எறிகிறான். Puis juste avec une chemise et un saram, c'est un vêtement traditionnel tamoul, on s'est rendu au camp de détention. Là-bas, les militaires sri-lankais n'avaient plus aucune once d'humanité. Ils étaient aveuglés par leur victoire. D'ailleurs, au passage, c'est un truc que j'avais déjà dit, ça, et que je répète, hein, c'est que derrière les dynamiques de déshumanisation dont tu fais preuve quand il y a ce genre d'événement ou lorsque les gens ont ce genre de comportement, en fait, tu déshumanises pas seulement la personne que tu es en train de tuer, tu te déshumanises aussi dans le processus. Chaque 18 mai, la diaspora se rassemble en France, mais aussi au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse et ailleurs. Bah, je moquerai plus jamais de ce tigre, maintenant que je sais ce qu'il y a derrière. Partout, les mêmes demandes reviennent. Établir la vérité, reconnaître officiellement le génocide tamoul, rendre justice, engager des réparations et laisser la possibilité au peuple tamoul de décider ou non de leur autodétermination. On compte aujourd'hui 169 796 disparus plus 6 000 morts, en sachant qu'on n'a pas forcément les nombres, le chiffre exact. Et donc le but, c'est de faire justice, de rendre justice
à tous ces civils qui ont lutté pour ça au sein de la LTTO, qui ont dû se battre, qui ont dû prendre les armes pour reconnaître et avoir leur État indépendant, qui est le Tamil Eelam, mais aussi en rendre justice à tous ces civils qui ont été massacrés. Et aujourd'hui, on est là aujourd'hui sur Paris, Bah, énorme soutien à eux, hein, comme à toutes les luttes pour l'autodétermination. place de la République, pour la commémoration du génocide et pour justement que ce génocide-là soit reconnu ici en France. Et on se réunit du coup le 18, qui est une date clé sur l'attaque qui a eu lieu au Sri Lanka en 2009. Ah merde, c'était hier. Où les zones civiles ont été bombardées et énormément de personnes qui sont décédées, un massacre de haut niveau. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est une certaine prise de position, que le site soit reconnu en France par le gouvernement et qu'on apporte notre voix un peu à l'international pour que les résolutions qui sont votées par l'ONU durant les sessions des droits de l'homme soient appliquées au Sri Lanka et par le gouvernement sri-lankais. En France, la reconnaissance du génocide tamoul n'est pas à l'agenda de l'exécutif. Quelques députés, aux côtés d'associations comme Eminam, Tu m'étonnes. poussent pour qu'elle advienne. Mais dans l'ensemble, la classe politique reste silencieuse ou regarde ailleurs, allant jusqu'à privilégier ses relations avec le gouvernement sri-lankais. Sur l'île, la guerre est officiellement terminée depuis 2009. Dans les vies et les mémoires, ces effets persistent. Au Sri Lanka, la question tamoule reste ouverte. Au nord-est, militarisation, saisie des terres, surveillance et impunité limitent encore les droits et bloquent une solution politique durable. La France, malheureusement, ils ont déjà du mal à reconnaître son histoire coloniale. Bah, c'est aussi pour ça que moi je vous dis qu'il faut pas baisser les bras sur les questions aussi d'élections et de politique institutionnelle, quoi. Parce que si on veut un jour espérer quand même la reconnaissance et le soutien de ce genre d'événements dans l'histoire, tu vois, il faut que le gouvernement soit le plus à gauche possible. Est-ce que je connaissais ce site avant ça? Et bah pour être parfaitement honnête, pas du tout. Je n'en avais jamais entendu parler. J'avais dû en entendre parler à des moments sans m'en rappeler, tu vois ce que je veux dire? En France et dans la diaspora, la demande est claire. Vérité, C'est pas que pour vous que je mate ce genre de truc, hein, c'est aussi pour moi. Hein. justice, reconnaissance du génocide et droit politique. Comme on l'a fait avec les Kurdes, comme on l'a déjà fait aussi avec une partie de l'histoire du Burkina Faso, comme on l'a déjà fait aussi avec l'histoire des Comores. C'est ce que je vous dis, hein, ce que je vous ai dit au début de ce lancement de React. Hein. Moi, je suis pas là pour rajouter une couche d'analyse par-dessus ce qu'on regarde. Je suis là pour vous aider à digérer le truc. Se regroupent et s'organisent. Elles veulent que les faits soient établis, enseignés et reconnus, que les Tamouls puissent décider de leur autodétermination. Alors, une nouvelle génération s'organise et se réapproprie son histoire. Elle la chante, elle la coud, elle la danse, elle la manifeste. J'espère que mon peuple, ensuite, après avoir obtenu la justice, aura le droit, comme les autres peuples, à ce qu'on s'interroge sur son droit à l'autodétermination, à ce qu'il veut vraiment, parce que ça fait depuis vraiment des siècles qu'on n'a pas demandé l'avis du peuple tamoul. Pour ma famille, ce que je leur souhaite, pour mes parents, ça serait de pouvoir sortir de ces traumatismes non dits. Je ne sais pas si ils auront une vie comme les autres. Leur vie a été totalement chamboulée, a été totalement sacrifiée. Ça me rend coupable parfois quand je vis ma vie et que je voyage et que j'étudie. Ça, c'est des sentiments typiques de personnes en diaspora, hein, pour le coup. Je fais pas mal de choses parce que je me dis... On n'a même pas défini diaspora, putain, j'aurais dû commencer par ça. Vous savez, tout le monde sait bien. C'est quoi une diaspora dans le chat, au passage, j'espère? C'est quand un peuple se retrouve éparpillé, éclaté, un peu comme la diaspora juive pendant longtemps, enfin encore maintenant d'ailleurs, ou la diaspora kurde, ou la diaspora palestinienne. Genre par exemple, Rima Hassan, c'est une femme qui est issue de la diaspora palestinienne. En réalité, c'est ce qu'ils auraient dû faire aussi, eux, ce qu'ils auraient dû vivre. Mais à cause de l'État sri-lankais, ils n'ont pas eu tous ces moments. Et c'est ça, je peux souhaiter ce que je veux, mais j'aimerais un jour qu'ils soient heureux. C'est ce que je souhaite pour mes parents. J'aimerais qu'ils soient heureux, et j'aimerais qu'ils le soient vraiment. Mais toi aussi, hein, on espère que tu seras heureux. Franchement, c'est pas pour dire, mais genre, tu sais, souvent on en parle de façon presque
psychologisant, dev perso débile, alors que c'est vrai, genre, et qu'on devrait le prendre un peu plus au sérieux. L'idée que les traumatismes, on en hérite aussi, tu vois. Genre, qu'on hérite de notre histoire familiale. Bon, la vérité, genre, alors que pourtant, en plus, nous, chez les trans, on a une relation compliquée à la famille, vous savez, mais ça reste vrai. Ça reste vrai que, genre, c'est des choses dont on hérite, c'est des choses qu'on porte avec nous, qu'on portera toute notre vie. Euh, et c'est pour ça que, genre, c'est horrible et c'est triste que ce gars-là, il se retrouve à culpabiliser, quoi. C'est une victime au même titre que ses parents de cette histoire. C'est une victime au même titre que tout le monde. Et c'est pas parce qu'il a réussi à avoir une meilleure vie euh, que il en souffre pas. Enfin, je veux dire, à quel prix il a aussi cette meilleure vie. Enfin, genre, ça fait quelque chose à ton identité, ça fait quelque chose à ta culture aussi d'être dans une diaspora, de quitter tes terres, de devoir aller ailleurs. Moi, j'espère aussi que bah, les membres de la diaspora tamoul pourront également genre, trouver les voies quand même du bonheur un minimum. Genre, je pense pas qu'à ses parents, je pense pas que aux gens qui sont sur place. Enfin, il faut voir l'histoire dans son ensemble, quoi. இப்போ இப்போ எனக்கு இப்போ 53 வயசு. என்னோட காலத்தில் வந்து அது ஒரு முழுமையாக Par rapport à l'histoire coloniale faite à La Réunion, il y a une communauté tamoule qui vient de Sri Lanka et d'Inde, comme je disais plus tôt. Désolé, j'ai pas vu ton message quand c'est des gros pavés, parfois je peux pas tout lire. T'as l'histoire des enfants de la Creuse qui a été enfin à l'ordre du jour. Pas de meilleure manière, mais les réparations sont engagées. Donc je suis complètement en soutien des Tamouls là-bas et de leur histoire vis-à-vis de ce site. Bah oui, puis c'est aussi un truc dont on peut parler, tu vois. Genre, par exemple, quand on se demande quoi faire par rapport à la Palestine, quoi faire par rapport à cette situation vis-à-vis des Tamouls, bah en fait, il y en a ici. C'est le principe d'une diaspora, c'est le principe d'une population apatride. Donc, déjà, il y a aussi, genre par exemple, protéger bah, les apatrides qui vivent chez nous. Ça peut être aussi une partie de ce que vous pouvez faire en fait pour aider ces peuples-là. நாங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு இது வருமானன்றது அதுக்கு அது இல்லை. ஆனால் நாங்கள் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு எனக்கு இப்போ 53 Aujourd'hui, j'ai 53 ans என்னோட காலத்தில் வந்து அது ஒரு et je ne pense pas que l'ILAM, donc le pays des Tamouls qui voulait faire au nord, connaîtra la justice ou la reconnaissance de notre நாங்கள் cause எதிர்பார்த்த ஒரு இது வருமானன்றது de mon vivant. ஆனால் அடுத்த ஜெனரேஷன் தான் அது J'ai l'espoir que la prochaine génération poursuivra ce chemin vers notre libération. Et la génération suivante prendra le relais. Et moi, je crois que notre libération pourra s'accomplir à travers eux, et le monde devra le reconnaître. Et il a raison, et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on défend, et c'est ce qu'on lutte, et force à eux, et il faut se mettre au maximum en soutien. J'ai une peur, c'est qu'on oublie ce qui nous est arrivé, ce qui est arrivé aux anciens. Donc j'essaie de faire ce que je peux à mon échelle pour rappeler à plusieurs personnes de plusieurs générations différentes qu'il s'est passé des choses, de ne pas oublier, et de pouvoir montrer cette histoire au maximum de personnes possibles, que ce soit tamoul ou non tamoul d'ailleurs. இறுதி கட்டத்தில் Vers la fin, en 2016, on m'a retenu pendant 6 jours sans prévenir ma famille. என்னென்னு சொன்னால் என்ன கொண்டே ஒரு 6 நாள் எந்தவித இதுவும் இல்லாமல் தடுத்து வச்சு அறிவித்தல்கள் ஒன்றும் குடும்பத்துக்கு தெரியப்படுத்தாமல் தடுத்து வச்சு என்ன கொஞ்சம் அச்சுறுத்துற மாதிரி Ils ont commencé à me faire des menaces, mettant ma vie en danger. வந்து எனக்கு ஒரு உயிராபத்தை ஏற்படுத்துகிற சூழ்நிலை மாதிரி தென்பட்ட உடனேல தான் நான் இனி இருக்கிறதுக்கான À cause de ça, j'ai dû quitter le pays. சொல்லி தென்பட்ட உடனேல நான் நாட்டை விட்டு வெளிக்கிட்டேன். Être franco-tamoul pour moi c'est une chance. C'est particulier, je sais que on subit beaucoup de racisme, on subit beaucoup de choses, on a vécu énormément de choses aussi dans notre Bah, puis surtout dans la tête des racistes, les populations, on va dire, d'Asie du Sud-Est, / les populations qui tournent autour de l'Inde, c'est des Arabes. Hein. Dans la tête des racistes, c'est des Arabes. Tu prends l'islamophobie comme tout le monde, les racistes ils s'en battent les couilles. Hein. notre histoire. Mais maintenant pour moi c'est une réelle chance. Parce que même si notre histoire elle est triste, même s'il s'est passé des choses qui sont pas tolérables, maintenant ça fait partie de notre histoire. Et on a un bagage qui est énorme, culturellement parlant, artistiquement parlant, historiquement parlant. Et je pense qu'on doit utiliser ces choses-là pour évoluer. Et on doit se servir de cette histoire. Ouais, et puis c'est vrai que les diasporas, en plus, en règle générale, c'est d'une richesse culturelle absolument monstrueuse aussi, tu vois. Genre, enfin, il y a qu'à voir. Bah, tenez, prenez exemple dont tout le monde a entendu parler, dont tout le monde. Genre, je suis sûr qu'il y a la moitié du chat qui a son cerveau qui s'est réveillé. Théodora.
Théodora, ces styles de musique, c'est issu de diaspora en fait. C'est des diasporas caribéennes, c'est des diasporas afro-américaines aussi. Genre, c'est de la culture quoi. Histoire commune qu'on a tous en tant que Tamoul pour créer des choses, pour enseigner et pour apprendre davantage Ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est vraiment important. sur le monde de demain. Et je pense que dans toutes ces choses-là, je pense que la Comme je vous l'ai dit, hein, la dimension culturelle du génocide, elle est centrale. jeunesse franco-tamoul est une jeunesse incroyable, qui sont dévoués pour faire reconnaître ce génocide, pour faire parler de cette histoire. Moi, c'est des gens qui m'inspirent et qui m'inspireront toujours. Je suis content de faire partie de cette équipe. Je suis très content de faire partie de cette communauté. Et même si elle est triste, je suis très content d'avoir l'histoire qu'on a eue. Merci d'avoir écouté cet épisode. Mais merci à vous pour toutes ces datas, cet apprentissage. Je vous invite vivement à aller voir le travail qu'effectue l'association Eminam, qui nous a énormément aidé à construire cet épisode, mais aussi d'aller découvrir des artistes tamouls naissants comme Milou, Dondé ou Axel Austin. Ils sont tous écrits dans la description. Je vous rappelle qu'Histoire Crépue est un média indépendant. Je vous invite, si vous voulez nous soutenir, à vous rendre sur histoirecrépue.fr et on se dit à bientôt dans de prochains épisodes de Diasporama. Merci beaucoup Histoire Crépue, merci beaucoup pour ce documentaire qui nous a appris énormément de choses, toujours des très bons angles hein, sur comment parler de ces sujets-là, toujours je trouve avec une vraie forme de respect, la capacité qu'ils ont aussi à inviter des gens pour parler de leur propre histoire. Vraiment Histoire Crépue c'est tellement basé, n'hésitez pas à aller les soutenir, n'hésitez pas à leur envoyer de la force. Les gens de YouTube, le lien est dans le chat si vous voulez aller voir d'autres vidéos qu'ils ont fait. Moi aussi, c'est une des chaînes YouTube que je réacte le plus en vérité. Hein. Si vous regardez un petit peu dans l'histoire historique de Troublante VOD, vous pouvez retrouver plein de vidéos. Je pense qu'une des meilleures vidéos que j'ai réagi de Histoire Crépue, c'était leur vidéo sur le genre, qui pour le coup était vraiment très sympa, où j'avais dit beaucoup de trucs que je trouve très pertinents et qui sont en vrai, des outils aussi intellectuels qui sont utiles dans les débats qu'on connaît aujourd'hui à gauche, au sein de notre propre milieu de gauche, par rapport aux questions d'homophobie, d'antiracisme. Donc je vous renvoie aussi vers cette vidéo-là. En attendant, j'espère que pour tous ceux qui ont tenu jusqu'au bout, que ce soit vous sur Twitch ou vous sur YouTube, parce que je sais que quand je lance ce genre de sujet, c'est pas évident. Merci d'être là, c'est important de continuer à s'informer sur ces sujets-là. C'est important de voir aussi c'est quoi la dynamique qu'il y a derrière ce genre d'événement, parce que chaque situation génocidaire a ses spécificités, mais on peut aussi retrouver des dynamiques communes. Et c'est en comprenant les schémas derrière ces dynamiques communes qu'on peut comprendre comment lutter contre. Donc je trouve ça important, bien que encore une fois insuffisant. On a besoin d'une vraie internationale à gauche au bout d'un moment. Sur ce, gros bisous. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ton meilleur commentaire, ton meilleur boost, venir nous voir en stream, les partages, tous les trucs, la totale. En particulier sur ce genre de vidéo. Si tu m'écoutes encore jusqu'à maintenant, parce que je sais que c'est quand même assez rare, la vérité, la vidéo va faire 2-3 fois moins de vues que d'habitude. Donc c'est une vidéo en particulier où c'est bien de la pousser un peu. Voilà, gros bisous YouTube. Et à la prochaine. Viens nous voir là. Get your number ever since I can remember I've been popping